De 3 buts à 1 à 3 buts partout, les Lions indomptables du Cameroun entretiennent un espoir de qualification en vue bien sûr de leur dernière sortie dans ce groupe G. Ça sera bien sûr face au Brésil. Le Cameroun a souffert dans une partie de la rencontre, mais les Poulans de Rigobert Song ont eu ces ressources nécessaires là pour revenir au score et accrocher finalement un match nul. Un premier point. Au passage, le Cameroun également a inscrit 3 buts en une rencontre. Une première, bien sûr, dans l'histoire des Coupes du Monde pour cette sélection de Cameroun. Pour débriefer cette rencontre, je suis toujours accompagné d'Alain Denis Ikoul. Alors Alain, une rencontre globalement, on l'a vu, malgré sa volonté, le Cameroun s'est fait un tout petit peu surprendre, mais par la suite, il y a cette remontada dont les Camerounais sont les seuls à avoir le secret. Quelles sont aujourd'hui, ou du moins juste après, bien sûr, cette rencontre, tes premières impressions? Je crois que ces garçons vont rentrer dans l'histoire. Ils sont rentrés dans l'histoire avec ce qu'ils ont réussi à réaliser, parce qu'on a quand même été mené sur le score de 3 buts à 1 et on a réussi à revenir au score. Même s'il y a des choses à dire dans le contenu, peut-être on y reviendra tout à l'heure, mais je crois que la première impression qui nous vient directement comme ça à l'esprit, c'est que c'est waouh. Qu'est-ce qu'ils nous ont servi là. En fait, je crois que de mémoire, j'ai jamais vu une équipe du Cameroun dans une compétition de ce niveau, que ce soit la Coupe du Monde ou même encore les Jeux Olympiques ou encore la Coupe des Confédérations, réussir une telle performance. Parce qu'il faut dire qu'il n'y a pas une victoire aujourd'hui, mais d'un point de vue strictement émotionnel, les gens retiendront que c'est un point du nul qui vaut une victoire. Voilà, qui vaut une victoire dans l'esprit des Camerounais, surtout que ils sont très peu ceux-là qui auraient pu mettre la moindre pièce sur un nul sur ce match-là ou encore sur une victoire du Cameroun. Mais à la fin, on réussit quand même à accrocher ce point-là. Mais surtout le scénario, c'est qu'on est mené. C'est vrai qu'on ouvre le code de score, c'est vrai, mais après on est mené avant la pause, 2-1. On revient, on prend un troisième but qui nous assomme et on commence à penser que voilà, c'est peut-être le scénario du match contre la Suisse qui revient, parce que quand on prend un but, quand on est mené au score, généralement, on prend le coup dans la tête, le moral est bas. Mais non, les garçons réussissent à se relever, ils réussissent à se remobiliser. Et il y a surtout, comment ne pas le mettre en avant, le coup tactique de Rigobert Song qui passe en 4-4-2 ou 4-2-4 si comme vous le voudrez bien. Et on a vu directement que l'équipe a été transformée parce qu'il y a Bakar qui te met un but et par la suite qui fait cette passe décisive à Choupo-Moting qui inscrit le troisième but de la rencontre. C'est également le coaching payant du sélectionneur camerounais. Oui, comment ne pas dire que c'est un coaching payant? Effectivement, parce que quand il y a un joueur qui rentre en jeu en cours de rencontre et qui est impliqué sur les 2 buts qui vous remettent dans le match, évidemment qu'on va dire coaching payant. Quand ça ne marche pas, on dit souvent que ça n'a pas marché parce qu'effectivement le coaching n'a pas été payant. Mais quand ça marche, on doit aussi avoir l'humilité de dire que ça a marché. Là, sur le coup, Rigobert Song, c'est vrai, il n'a pas tenté un truc très révolutionnaire parce que c'est la même personne qui entre, Aboubakar, on le connaît tous, on sait de quoi est-ce qu'il est capable. Mais il faut dire que quand ça se passe bien dans un match comme ça, un match que tout le monde voyait perdu déjà pour les Lions, il faut pouvoir aussi mettre cela à son avantage. Et je crois que tout le mérite lui revient aujourd'hui aussi à lui, qui a su avoir le bon flair pour lancer Aboubakar à ce moment de la rencontre-là, parce qu'il n'a pas été assez frileux, il aurait pu attendre la 80e minute, mais non, il a lancé très rapidement et directement, moins de 6 minutes après son entrée en jeu, il s'est directement illustré. Donc je crois que c'est un coaching gagnant aussi pour Rigobert Song. Un coaching gagnant pour le technicien, le sélectionneur-manager Rigobert Song, qui a donc su fleurer le bon coup, lui qui a lancé dans le jeu à Vincent Aboubakar, passant bien sûr d'un système en 4-3-3 en un système en 4-2, 4-2 ou encore en 4-4-2. Alors, allons Denis Ikoul dans le contenu qui a été proposé par le Cameroun ce matin. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une certaine montée en puissance quand même au regard de la première sortie du Cameroun face à la Suisse? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui a progressé dans le jeu du Cameroun? Dans le jeu, d'un point de vue technico-tactique, je ne pense pas qu'il y a eu des progressions en réalité. Après, le plus notable pour moi en termes de progression, c'est au niveau mental. Parce que les garçons ont pris 2 buts, ils ont été menés au score avant la pause. Ils sont revenus, ils ont pris un 3e but, mais à aucun moment on a senti qu'ils étaient assommés. Ça peut être lié aussi au fait que les Serbes, à un moment, et ça je le regrette, ils ne nous ont pas assez respectés parce que quand ils ont mis le 3e but, ils ont commencé à se la faire à toi, à moi, vouloir faire la passe à 10. Ils n'ont à aucun moment mis la pression pour inscrire un 4e but pour définitivement tuer le match, non. Ils se sont dit que le travail avait déjà été fait, que le plus dur avait été fait. Ils ont commencé à s'économiser pour peut-être la 3e rencontre où ils vont affronter la Suisse, où ils estimaient peut-être dans leur tête que ce serait plus difficile.
Donc, à aucun moment, ils n'ont pensé à finir le travail, finir le job tuer le match sur ce match contre le Cameroun. Et malheureusement, le mal leur en a pris parce que nous, on le dit souvent, hein, le lion, quand tu le gifles, parfois il peut se mettre se relever sur toi et c'est ce qui s'est passé. Donc, dans le jeu, je n'ai pas vu de nette amélioration, si ce n'est peut-être le petit sursaut d'orgueil psychologique, mais vraiment d'un point de vue technico-tactique, je n'ai pas vu très grand chose qui soit différent de ce qu'on a vu contre la Suisse. Je voudrais qu'on revienne sur les différents scénarios de ce match. Le Cameroun prend quand même 3 buts. Est-ce que certains joueurs ne sont pas aujourd'hui à blâmer dans cet effectif? On a vu des joueurs perdre des ballons de façon banale. Franck Zambo Anguissa, qui jusqu'ici jouissait d'une confiance incroyable quand même, qui perd ce ballon en toute fin de première période. Et juste derrière, c'est Martin Ongla qui la perd. Le contre serbe est meurtrier. Si on revenait sur ces deux éléments en particulier, principalement ceux qui ont en quelque sorte, entre guillemets, causé le deuxième et le troisième but. Oui, ben vous parlez du deuxième et du troisième but, mais on pourrait aussi engager la responsabilité de Zambo Anguissa sur le premier but aussi. Le premier but. Parce qu'il est bien au marquage sur l'attaquant serbe, mais après il lâche le marquage. Et il n'y a aucun moment il ne monte pour aller en duel avec lui. Du coup, l'attaquant serbe a le temps de mettre la tête et d'ajouter le gardien Davis Espassi. Mais après, je crois que sur le deuxième but, oui, là aussi, il s'est joué un peu avec beaucoup trop de confiance, un excès de confiance. Tu tentes le coup du sombrero dans l'axe, prends l'information avant, tu prends l'information. Après, on peut aussi se demander, est-ce que ses partenaires lui ont parlé? Est-ce qu'ils lui ont dit qu'il y a danger à côté? Est-ce qu'ils ont communiqué? Est-ce qu'ils ont échangé? Mais quand on connaît l'homme, on sait que généralement, quand on est dans certaines circonstances en équipe nationale, il sait que c'est l'homme sur qui on compte et donc il peut se permettre un certain nombre d'excès. Et je crois que là, sur ce coup, il s'est largement trompé. Je pense que lui-même s'en est rendu compte. Parce que quand tu vois son attitude, après le but qu'on concède, il sent qu'il a merdé. Par la suite, Martin Ongla, cette perte de balle, je crois, vers la médiane. Oui, effectivement. Ça aussi, ça traduit un peu une équipe qui, peut-être, dans laquelle les joueurs sont dans un trop plein de confiance. Je ne sais pas ce qui peut légitimer cette confiance alors qu'on n'était pas quand même très bon dans le jeu, dans la maîtrise collective. Mais après, ça montre quand même que c'est des garçons qui avaient envie de bien faire. Parce que quand quelqu'un tente un truc comme ça qui ne marche pas, c'est qu'au fond, il a l'envie de bien faire. Mais après, il s'est emporté dans une sorte de légèreté mentale qui a causé, n'est-ce pas, la perte de balle. Donc, je préfère que sur ce match qu'on retienne des bons points plutôt, parce qu'on est encore là à chaud. Les bons points, c'est que les garçons mentalement n'ont pas flanché. Ils ont su se remettre et se remobiliser pour pouvoir revenir au score. Et je crois que c'est cette force mentale-là qui doit... c'est sur elle qu'on devrait pouvoir s'adosser pour pouvoir envisager le match qui arrive. Et parlant justement de ces bons points, Alain Denis, disons un mot sur la prestation de Nicolas Nkolo, passeur décisif sur le premier but de Jean-Charles Castelletto. Comment l'as-tu trouvé aujourd'hui, contrairement ou du moins en jetant également un regard sur son premier match face à la Suisse? Comment as-tu trouvé Nicolas Nkolo? Est-ce qu'il a été plus rassurant aujourd'hui? Est-ce que clairement il a suivi toutes les critiques qui ont été émises à son encontre et qu'il a corrigé quelque chose dans son jeu? Mais je pense que Nicolas Nkolo, dans cette rencontre, n'a pas été catastrophique. Ça, il faut pouvoir aussi l'avouer parce que on a vu qu'autant au début de rencontre, il n'a pas été très bon. Il a été très hésitant sur certaines situations. Il a perdu certains ballons. Il a eu du mal à entrer dans le match. Mais après, il y a eu un déclic pour lui. C'est le but qu'on inscrit. Parce qu'il est d'ailleurs passeur décisif sur ce but-là. Et je crois que c'est ça qui l'a libéré un peu. Et quand il s'est libéré, il a été plutôt correct. Mais après, je pense aussi qu'il a été bien aidé par l'attitude des Serbes qui, à aucun moment, je l'ai senti, qu'ils ont voulu mettre de l'intensité dans le match. Parce qu'un coup, généralement, il y a une difficulté lorsque l'adversaire met de l'intensité. Or, sur ce match, les Serbes ont joué à quasiment 1 km à l'heure. Ils se passaient la balle. C'est vrai que tactiquement, ils étaient bien en place. Ils se déplaçaient bien sur le terrain. Mais au niveau de l'intensité, ils n'ont pas été trop à fond. Du coup, ça a facilité la tâche à Nicolas Nkolo, qui est un défenseur d'anticipation, de lecture et de placement. Et donc voilà, mais globalement sur ce match, je pense quand même que s'il fallait lui attribuer une note, pourquoi pas une note de 7 sur 10 parce qu'il a été plutôt, il a plus été bon que mauvais sur l'ensemble de la rencontre. Sur l'ensemble de la rencontre, également aidé par l'attitude des joueurs serbes. Disons un mot, Alain Denis, effectivement dans le cadre de cette rencontre, globalement sur ce comportement des Serbes ce matin. Est-ce que les Camerounais ont été un peu trop respectueux? Parce que quand on regarde le match, quand on regarde le contenu qui a été proposé par les Serbes, on se rend clairement compte qu'elle était prenable, cette équipe. Oui, l'équipe était prenable, ça c'est vrai. Mais après, on avait un plan de jeu à la base. Si vous avez vu le match comme moi, vous seriez rendu compte de ce que, à certains moments, Zambo Anguissa demandait au bloc de monter, d'avancer. Mais les autres, pour le pressing. Voilà, pour le pressing. Mais les autres restaient derrière parce qu'ils estimaient que non, il faut respecter le plan de jeu de l'entraîneur.
Et c'était un plan de jeu plutôt bien pensé parce que techniquement, les Serbes étaient plus forts que nous. Et si on était trop monté, qu'on leur avait laissé les espaces dans le dos, on se serait pris au piège de la contre-attaque. Donc, le plan de jeu initialement était bien pensé. On a tenu, on a réussi à marquer ce but-là. J'ai envie de dire un peu contre le cours du jeu parce que quand on le marque, les Serbes sont plus dominateurs que nous. Ils nous dominent. Après, les garçons ont su être prudents et humbles. Parce qu'ils ne se sont pas affolés pour aller chercher l'attaque à outrance pour inscrire un deuxième but directement. Non. Ils sont restés dans leur moitié de terrain, ils ont continué à attendre. Après, les Serbes, comme techniquement ils sont plus forts que nous, ils ont puni les 2 erreurs qu'on a pu commettre en première période en inscrivant leurs 2 premiers buts. Et nous, dans l'attitude, on a continué à rester un peu toujours cohérent avec nous-mêmes, c'est-à-dire humble et patient. Et cette patience a payé lorsque Rigobert a senti qu'il fallait faire rentrer Vincent Aboubakar et il a lancé sur le terrain. Et Yabou est venu avec quelque chose en plus parce que dans ce passage en 4-2-4, c'est-à-dire dans l'entrejeu avec Martin Onla et Franck Zambo-Anguissa, avec une ligne offensive, avec Mbeumo d'un côté, de l'autre côté Toko Ekambi et dans l'axe Vincent Aboubakar et Choupo-Moting. Il y a eu plus de présence dans l'axe de notre attaque et aidé par le fait que les Serbes voulaient jouer le hors-jeu et que systématiquement ils se faisaient prendre au piège parce qu'il y avait toujours un joueur sur la ligne de 3 défenseurs centraux qui couvrait l'un de nos attaquants, en l'occurrence Aboubakar Vincent. Ils se sont fait prendre au piège et donc c'est là où j'estime que quelque part Rigobert a eu le bon flair en lançant cette fois-ci Aboubakar. Parce qu'on le voit sur le but, c'est pratiquement le copier-coller du deuxième but du Cameroun avec un appel en profondeur de Vincent Aboubakar. Voilà, effectivement. Et généralement, la particularité des défenses à 3, c'est que quand l'adversaire joue à 2 pointes, chaque défenseur ne sait pas qui prendre. C'est-à-dire chacun a l'impression que l'autre a pris l'attaquant adverse, alors que en fait, personne ne l'a pris. Quand on voit bien les actions des buts qu'on marque, à aucun moment Aboubakar n'est marqué par un défenseur serbe. Il est seul. Il fait l'appel un peu, pas appel contre appel, mais il fait une sorte d'appel un peu diagonal, c'est-à-dire il ne va pas tout droit. Il essaie de s'aligner dans son appel pour pouvoir prendre la défense à défaut. Et comme dans le marquage, il n'y a personne sur lui parce que chacun estime que j'ai pris un joueur et que l'autre a forcément pris l'autre. Dans cette situation de 4 contre 3, parce qu'on a 4 attaquants, ils ont 3 défenseurs, évidemment, Aboubakar s'est retrouvé seul. Et là, c'est un coup tactique de Rigobert parce que, en fait, il fallait le sentir pour pouvoir lancer Aboubakar. Et ces 2 buts arrivent comme ça, sur des actions où Aboubakar contrôle, s'avance face au gardien. Le premier but d'ailleurs, c'est un but, ce sera peut-être l'un des plus beaux de la compétition, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Le deuxième aussi, c'est une sorte de copier-coller parce qu'il contrôle, il est seul, il avance, il centre sur Choupo, qui lui aussi est seul au second poteau. Donc, en fait, le passage en 4-2-4 a eu le mérite pour nous Camerounais de déstabiliser le bloc serbe et les mettre en difficulté défensivement. Et je crois que c'est à mettre à la tête de Rigobert. Il y a aussi ces garçons-là qui ont su être généreux dans les efforts quand on perdait le ballon pour revenir défendre. Est-ce que l'attitude de Vincent Aboubakar sur le match, parce que c'est pratiquement lui qui fait la différence, un but, une passe décisive, est-ce qu'il peut prétendre à mieux dans cette Coupe du Monde, notamment lors du 3e match face au Brésil? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le sélectionneur manager Rigobert change ses plans de jeu cette fois en incluant Vincent Aboubakar dans un 11 d'entrée? Je crois que c'est difficile. Il marque 2 buts aujourd'hui, c'est vrai. Il marque un but et il fait une passe décisive. Il marque un but et une passe décisive, c'est vrai, c'est bien, c'est beau. Mais après, il faut dire qu'il sera difficile de bouger Choupo dans cette équipe aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Aboubakar, oui, il nous sort du gouffre. Parce qu'on était dans le gouffre, il nous sort de là. Mais après, il faut noter que débuter un match, c'est différent d'entrer en jeu dans un match où on est mené 2-0. Quand il entre pas forcément pour renverser les choses, mais le cours du jeu lui permet d'espérer, de se dire qu'il y a un coup à jouer. Quand il entre, en fait, les Serbes sont dans une posture psychologique, un peu dans une sorte de confort psychologique. Pour eux, c'est qu'on n'est plus en danger. On a déjà inscrit 2 buts, on mène 2-0, je crois que c'est bon. Alors, lui, il entre avec un autre état d'esprit. Il faut pouvoir changer ce qu'on pense de lui. Il faut qu'on se dise que voilà, Aboubakar n'est pas mort, il ne s'est pas fini, il ne s'est pas cramé, qu'il peut encore marquer des buts. Et donc, aidé par ce confort psychologique des Serbes, il enfile un but. Ensuite, il accélère, il fait une autre passe décisive. Donc, ce n'est pas suffisant en termes de qualité pour pouvoir le positionner comme un titulaire pour le match contre le Brésil. Non, parce qu'on a vu que dans le jeu, Choupo est nettement meilleur. Choupo pour la récupération, il est présent, il sort, il permet au bloc de remonter, il dribble, il passe sur 1-2. Or, Aboubakar, c'est plus la justesse dans les 30 derniers mètres et la froideur. Et ça, on l'a senti sur le but qu'il marque et sur la passe qu'il dit à Choupo parce que pour éliminer un défenseur. Voilà, et faire la passe. Donc, oui, c'est bien ce qu'il fait, mais après,
rien ne nous dit qu'on sera dans les mêmes dispositions psychologiques, enfin que le Brésil qu'on va affronter sera dans les mêmes dispositions psychologiques pour que Aboubacar puisse entrer et nous faire ce qu'il a fait aujourd'hui. Mais c'est dans ce rôle qu'on devrait l'exploiter, Vincent Aboubakar, c'est-à-dire dans le rôle de joker. Le mettre quand c'est un peu compliqué, parce qu'on l'a vu, à ce moment-là, il réagit. C'est une option qu'on devrait pouvoir exploiter et qu'on exploite d'ailleurs même depuis le début de la compétition, parce qu'il faut dire qu'il n'a débuté aucun match comme étant titulaire. Ouais. Contre le Brésil, oui, pourquoi pas dans cette même posture, parce que de toute façon, on ne partira pas dans ce match avec 4 attaquants. Ce serait très suicidaire de notre part. Il faudra rester toujours humble et essayer de procéder par contre pour pouvoir les surprendre. Les buts qu'on marque aujourd'hui sont des buts qu'on marque sur contre-attaque. Le but qu'Aboubacar marque, c'est qu'il y a une récupération basse de Castelletto qui relance directement en première intention sur Aboubacar. On prend l'adversaire dans son dos et on part le punir. Donc, le débat ne peut pas réellement être relancé aujourd'hui en ces termes-là. Non. Ouais. Les Lions ont su avoir le sursaut d'orgueil qu'il fallait avoir au moment où il fallait l'avoir. Ça relève de quelque chose de plus psychologique que de technico-tactique. Ouais. Il fallait le faire, bien aidé par les Serbes qui, je le dis encore, n'ont pas joué à leur meilleur niveau aujourd'hui, ont été plutôt moribonds à mon goût. Et donc, on a su saisir notre chance et tirer notre épingle du jeu en décrochant ce point du nul. Tirer son épingle du jeu et entrevoir cet élan d'espoir avant, bien sûr, le troisième et dernier match face au Brésil. On a parlé de Vincent Aboubakar. Alors, je vais également vous permettre de dire un mot sur les autres remplaçants, sur d'autres choix qui ont été faits. Christian Bassongo qui est entré. On a vu, il n'a pas énormément fait bouger son côté droit. On a également vu les entrées en jeu de Gaël Ondoa au milieu TN, Koudou notamment. Quel est le regard, ou du moins quelle appréciation faites-vous aujourd'hui de ces entrées en jeu-là? En dehors de celle de Vincent Aboubakar, les autres, on n'a pas l'impression que ça a été plus productif. Oui, je crois que ce n'était pas les mêmes consignes qu'ils ont reçues et ils n'évoluaient pas forcément dans les mêmes postes. Je suis particulièrement déçu du match de Bassogog parce qu'il a l'occasion de nous faire inscrire un quatrième but à un moment, mais il manque son contrôle. Et après, sur tout ce qu'il a tenté, globalement, il n'a pas été en très grande réussite. Mais ça peut aussi être lié au niveau de la compétition qui, à un certain moment, quand vous entrez en jeu dans un match de Coupe du Monde et que votre équipe est en train de réaliser quelque chose, un grand coup comme celui-là, peut-être vous êtes un peu inhibé par l'enjeu et psychologiquement vous flanchez un peu. Je me dis que c'est peut-être ça. Mais au niveau de sa performance individuellement, je pense qu'il n'a pas forcément été à son avantage parce qu'il était question pour lui de pouvoir garder les ballons et tenter quelques petites provocations pour faire des passes à ses partenaires de la pointe de l'attaque. Mais à aucun moment il n'a réussi cela. Georges-Kevin Nkoudou, lui aussi, il n'a pas été en grande réussite. Il a tenté des dribbles qu'il n'a pas forcément réussi. Gaël Ondoa, par contre, lui, j'ai un peu l'impression qu'il a été un peu mieux. Ouais. Que les autres remplaçants qui sont entrés en cours de jeu parce que lui, il a quand même réussi à apporter un peu plus de stabilité dans l'entrejeu. Il a réussi à gratter quelques ballons. Il a réussi à couper certaines actions offensives serbes. Et je pense qu'après Aboubakar, c'est l'un des remplaçants qui a apporté un peu plus dans le jeu camerounais. On l'a, Martin Umgwet aussi est entré en cours de jeu. Mais lui aussi, c'est un peu comme Gaël Ondoa. C'était pour densifier un peu cet axe de notre milieu de terrain et pouvoir permettre à l'équipe de souffler un peu. Et surtout de couper les contre-attaques serbes. Je crois que lui aussi, il a fait le job et voilà, on peut que leur dire bravo. Alors, Alain, on va se projeter, hein. On le sait, on aura une émission veille de match Cameroun-Brésil, mais on se projette déjà sur cette dernière rencontre avant bien sûr de refermer ce débrief de match. Alors, comment entrevoyez-vous cette rencontre, cette troisième rencontre où le Cameroun sera dans une posture autre que celle face à la Serbie, parce que c'est un point aujourd'hui au compteur pour le Cameroun. Et pour aller chercher cette place en huitième de finale, l'équation est simple à résoudre, ou du moins sera tout aussi compliquée. Il faudra aller chercher impérativement une victoire, mais surtout soigner son rôle à virage pour ne pas certainement dépendre du résultat de l'autre rencontre. Alors, comment entrevoyez-vous cette troisième rencontre, ce Cameroun-Brésil jusqu'ici qui reste quand même l'une des affiches les plus suivies sur ce premier tour? Cameroun-Brésil, je crois que ce sera la rencontre, si ce n'est la plus décisive ou la plus importante de peut-être notre histoire au XXIe siècle. C'est possible parce que arriver quand même dans un troisième match de Coupe du Monde, phase de groupe comme ça, avec encore un espoir pour la qualification côté camerounais, je ne pense pas que c'était encore arrivé. En dehors, si on enlève Corée-Japon en 2002, je crois que les autres Coupes du Monde qu'on a disputées après, généralement quand on allait au troisième match, on était déjà largué et issu de rentrer à la maison. Donc celui-ci par contre, au-delà du prestige qu'il y a, parce qu'on sait que c'est le Cameroun d'un côté, c'est le Brésil, des équipes prestigieuses dans leur continent respectif et même dans le monde entier.
au-delà de ce prestige, il y aura encore un enjeu sportif pour les Camerounais. Le Brésil ne sera pas facile pour eux forcément face à l'équipe suisse, mais si on part du principe qu'ils pourraient déjà être qualifiés en l'emportant face à la Suisse, ce sera donc un match où l'enjeu sportif ne sera peut-être que pour nous en réalité, parce qu'on aura à cœur de l'emporter pour continuer d'entretenir l'espoir d'une qualification en tenant compte du score de l'autre match de l'autre côté. Donc je crois que ce sera un match d'abord de prestige, de très grand prestige d'ailleurs, mais à côté du prestige, il y aura que le Cameroun, les Camerounais tout entiers, d'un point de vue strictement émotionnel, seront très engagés dans cette rencontre-là. Pourquoi? Parce qu'il y a une qualification qu'on pourra encore accrocher. Et il y a surtout que c'est le Brésil en face. Et donc quand on est resté sur une sorte d'émotion très haute liée à la remontada d'aujourd'hui, évidemment que tous les Camerounais n'espéreront que voir l'équipe du Cameroun surfer sur cette vague positive en accrochant une victoire face à l'équipe du Brésil le 2 prochain. C'est faisable, aller chercher ce Brésil qui sera forcément sans Neymar. Est-ce que tu le vois aujourd'hui, ce collectif du Cameroun, poser d'énormes soucis à ce Brésil? Chaque match de football a sa vérité. Chaque match a sa vérité, ça on le dira jamais assez. Personne n'aurait pu mettre une pièce aujourd'hui sur l'équipe du Cameroun face à la Serbie, mais on a vu ce qu'ils ont été capables de faire. Tout dépend généralement du contexte. Comment est-ce que les Brésiliens vont entrer dans cette rencontre-là? Est-ce qu'ils y entreront avec l'assurance d'une qualification déjà, ou alors est-ce qu'ils seront déjà qualifiés? C'est des éléments qu'il faudra exploiter avant de se projeter. Mais je crois que tout est possible. C'est vrai que le Cameroun n'a jamais battu le Brésil en Coupe du Monde de toute son histoire. Mais il y a qu'aujourd'hui, cette génération est amenée par quelque chose d'irrationnel. Parce que quand on voit la remontada d'aujourd'hui, ça relève de l'irrationnel quelque part. Et donc le Brésil, oui, ils sont plus forts que nous. C'est une vérité, c'est réel. Ils ont des éléments qui sont nettement supérieurs à nos garçons. Mais après, en 90 minutes, tout est possible. Il peut y avoir un carton rouge brésilien après 2 minutes, ensuite un but contre son camp. Donc, les scénarios en football sont tellement imprévisibles qu'on ne saurait jamais être péremptoire sur une position. Oui, le Cameroun aujourd'hui a moins de chances de se qualifier au prochain tour que de ne pas se qualifier. Mais tant que l'espoir reste, tant que l'espoir demeure, il faut s'y accrocher. Je pense que rien n'est impossible et que ces garçons vont tout donner sur le terrain pour ne pas avoir de regrets. Rien n'est donc impossible pour cette équipe du Cameroun, même si les chances de qualification sont clairement réduites à la suite de ce match nul, puisque derrière, ça sera le Brésil. Il sera difficile d'aller chercher une victoire, mais rien n'est impossible. Quand on est Camerounais, rien n'est impossible pour ces Lions en octave du Cameroun qui ont rugi, mais surtout qui ont enregistré une nouvelle remontada face à la Serbie. Nous serons là pour vous faire vivre, bien sûr, tous ces avant-matchs-là nous seront également là lorsqu'il s'agira des différentes émissions spéciales sur les antennes de CFoot Cameroun. Merci Alain, une fois de plus pour tes brillantes analyses. C'est toujours un plaisir de t'avoir. Merci Baudelaire. Je crois qu'on a passé un grand moment de football avec les Lions qui nous ont fait vibrer. Vraiment, on leur dit bravo. On leur dit bravo et je crois que peut-être nos critiques aussi, qu'on est malheur en droit régulièrement, ont su les pousser vers cette victoire-là parce que ce qu'on a vu lors de la seconde période face à l'équipe de Suisse, lors de la dernière rencontre, on a un peu vu le contraire aujourd'hui avec ce sursaut d'orgueil que les garçons ont eu. Et c'est aussi à mettre peut-être à l'actif au crédit de nos critiques qui les ont peut-être poussés à se surpasser et à nous amener ce point du nul. Ce sont surtout des critiques positives qui portent des fruits à la longue. On l'a vu il y a encore quelques minutes de cela. Merci à vous qui étiez nombreux bien sûr sur notre différentes plateformes. À très bientôt sur les antennes de CFoot Cameroun.